Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin de mois d'août. Moi je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle histoire qui a connu un franc succès sur Reddit. Et justement, en parlant d'histoires plutôt connues, il est possible que dans le futur, vous écoutiez sur cette chaîne des histoires que vous avez déjà entendues autre part. Parce qu'il y a pas mal de chaînes qui racontent des traits d'horreur sur le YouTube français, la plupart avec des styles différents, ne serait-ce que dans la voix et l'intonation. Et déjà c'est génial parce que ça permet à chacun de trouver son compte en matière de storytelling, peut-être qu'il y a des personnes que vous préférez écouter que d'autres, et d'un autre côté en plus, ça fait de plus en plus de vidéos à se mettre sous la dent, donc que demande le peuple. Mais forcément, c'est possible de tomber sur la même histoire d'une chaîne à l'autre dans ce contexte, et souvent en Reddit faisant bien les choses, les histoires les plus captivantes, c'est celles qui sont le plus populaires, donc le plus mises en avant. Et donc je pense m'orienter un peu plus vers ce genre d'histoire, en tout cas pour les prochains épisodes. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous connaissez déjà l'histoire, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à quitter la vidéo et pourquoi pas aller en regarder une autre. Et si jamais ça ne vous dérange pas, eh bien écoutez, je suis là pour vous la raconter. Donc je vous propose maintenant de commencer et vous me direz. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Nassim. Nassim il vit en Australie et il nous informe directement qu'au sud-est de l'Australie se trouve l'état de Victoria. Pour vous donner une idée, c'est dans cette région que se trouve Melbourne et elle contient aussi plusieurs parcs nationaux qui en font une superbe destination pour les amoureux de la nature. Moi personnellement ça me fait hyper envie, peut-être que certains d'entre vous sont déjà partis là-bas, ce serait incroyable déjà, mais en tout cas ça a l'air vraiment magnifique. Et Nassim nous précise que ce qui fait notamment la beauté de cet état, c'est un ensemble de montagnes et de vallées qu'on appelle The High Country. Si on veut s'y rendre, apparemment on est obligé d'être en 4x4. On ne peut pas y accéder avec une voiture normale tellement les terrains sont escarpés, et ça peut prendre plusieurs jours d'entrée et de sortir du High Country suivant l'endroit où on se situe. Donc, comme toutes les montagnes, c'est un endroit qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il peut se révéler très hostile, et c'est une destination qui est plutôt prisée par les chasseurs et les randonneurs. Nassim et sa copine Jill, eux, pour le coup, ils ont un 4x4 et ils choisissent cette destination pour faire un voyage de quelques jours en camping sauvage. Ça fait partie des choses qu'ils aiment beaucoup faire à deux, et le but c'est notamment de prendre du recul sur la vie quotidienne, de se déconnecter du monde, loin des écrans, des téléphones et des notifications. Ils commencent à avoir l'habitude de ce genre de voyage et le jour du départ, ils chargent donc leur 4x4, ils vérifient que leur liste d'affaires a été bien respectée, la maintenance du véhicule a été effectuée quelques jours plus tôt, le plein est fait et ils ont aussi pris le temps d'informer le poste de police le plus proche de leur destination de voyage. Apparemment c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment lorsqu'on voyage plus ou moins seul, c'est une simple mesure de sécurité, et en gros ils sont parfaitement prêts et ils mettent le cap sur le high country. Le couple se dirige vers la vallée du Wonangata que Nassim décrit comme une vallée assez escarpée et isolée au cœur du high country, qui forme un immense cirque surplombé de montagnes, desquelles coule une rivière qui alimente le fond de la vallée. Rien que vous en parlez, ça me fait rêver. Ça me fait un peu penser de tête comme ça à Lauterbrunnen en Suisse, je sais pas si je le dis bien, mais qui est globalement un endroit où il y a des cascades presque à même le village. C'est magnifique, n'hésitez pas à aller voir si vous avez un peu le temps. Ça fait vraiment féerique. On revient à l'histoire. Le couple conduit pendant une bonne partie de la journée, à la fin de laquelle ils s'enfoncent dans le dernier chemin en contournant une crête avant leur première destination, qui est le fond de la vallée. Niveau timing, on sent qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils avaient prévu d'arriver ici à la tombée de la nuit, avant un peu la tombée de la nuit, et le soleil commence à peine à se dissimuler derrière les montagnes. Donc on est bien. Le couple se gare dans un spot isolé où ils décident de planter leur tente, qui est un endroit magnifique jonché d'eucalyptus sur le bord d'une rivière. On est alors en plus au milieu de la semaine et en hors saison, donc Nassim et Jill sont seuls au monde, du moins à leur connaissance. Après avoir installé le campement, s'être assuré que tout était prêt pour pouvoir dormir tranquillement et après avoir pris un repas bien mérité autour du feu, le couple se dirige tranquillement dans leur sac de couchage. La nuit est claire et ils s'endorment tous les deux dans le silence de la montagne. Au beau milieu de la nuit, Nassim est réveillé par un gros bruit. Il n'est pas sûr de ce dont provenait ce bruit étant donné qu'il dormait profondément, donc il tend l'oreille pour l'entendre de nouveau, mais rien. Forcément il se dit qu'il a dû rêver, mais à peine cette pensée traverse son esprit qu'un autre bruit retentit. Et Nassim décrit ce bruit comme celui de quelque chose qui tomberait de leur table de camping et qui heurterait le sol. Rationnellement, il attribue ces bruits à des opossums ou des wombats qui cherchent des choses à manger dans leur campement, et c'est assez commun dans cette région, et du coup Nassim se dit qu'ils auraient juste dû mieux ranger leurs affaires dans la tente, et il se rendort.
Le lendemain, le soleil se lève et Nassim et Jill se réveillent doucement après une bonne nuit de sommeil pour l'une et un petit réveil nocturne pour l'autre. Et vous connaissez, Nassim a besoin d'aller se lever pour faire ses besoins, donc il se lève paisiblement, il ouvre la tente et il sort. Mais à peine dehors, un frisson lui traverse l'échine. Il regarde tout autour de lui et il y a quelque chose qui le frappe directement parce que c'est visible. Le campement n'est pas dans le même état où le couple l'a laissé. Par exemple, au lieu des deux chaises placées devant le feu où Jill et Nassim s'étaient installés la veille, l'une d'elles se trouve maintenant à la table. Donc en gros, elle a été déplacée. Autre exemple, sur la table, il y a une miche de pain que Nassim jurerait avoir rangée la veille. Il en est certain. Il s'approche de la table pour essayer de comprendre et la moitié d'un morceau de pain se tient là avec une nette marque de bouchée. Donc Nassim rentre dans la tente pour trouver Jill et il lui demande si elle s'est levée avant lui et si auquel cas elle a mangé du pain. Et la réponse de Jill, vous vous en doutez, est clairement non. Elle a dormi comme un bébé jusqu'à maintenant. Alors on peut penser que c'est des animaux et que les affaires ont été disposées de la manière suivante par accident, mais vous reconnaîtrez que la coïncidence est quand même un peu effrayante. Jill se lève à son tour et elle voit bien la même chose que Nassim, et sans les faire mourir de peur, ça les intrigue quand même, ils aimeraient bien savoir ce que c'est avoir une explication. Et ils passent leurs affaires en revue et heureusement rien ne manque, rien n'a été volé, rien n'a été emporté par des animaux. Mais en continuant son tour du campement, Nassim check leur voiture et remarque des traces de pas. Il y en a quelques-unes à l'avant de la voiture, au niveau du capot. Et il faut savoir que la plupart du campement est recouvert d'herbe, et que l'endroit où se trouve la voiture, c'est à peu près le seul endroit où il y a vraiment de la terre. Donc c'est possible qu'il y ait d'autres empreintes de pas, mais que Jill et Nassim ne les voient pas. Et après, le fait qu'elle soit au niveau du capot, c'est un peu inquiétant. Est-ce que quelqu'un aurait essayé de l'ouvrir pendant la nuit? Il y a une chose dont Nassim est sûr, c'est qu'elles ne sont pas les empreintes de chaussures de Jill ou des siennes. Il se dit que potentiellement elles étaient déjà là quand ils sont arrivés, et pour le coup, c'est quand même possible parce que c'est pas les premiers à utiliser ce spot, et clairement, la première chose que tu fais quand tu arrives sur site, c'est pas d'être avec ta loupe et de checker la moindre parcelle de terre à la recherche de quelque chose de chelou. Donc pourquoi pas, néanmoins, Jill et Nassim ne sont quand même pas rassurés. Nassim nous dit qu'en fait à ce moment-là, il pense que ni lui ni sa copine ne veulent vraiment admettre ce qui a pourtant effleuré leur esprit à tous les deux, c'est-à-dire que quelqu'un est rôdé autour de l'encampement pendant la nuit. Quelqu'un qu'ils ne connaissent bien évidemment pas, et loin de toute trace de civilisation, donc un potentiel danger. Nassim et Jill essayent forcément de rester rationnels, donc ils essayent de voir s'il est possible que les traces sur le pain aient été faites par des opossums, si l'un d'entre eux aurait pu laisser le pain dehors pendant la nuit, mais en réalité, tout ça ne tient pas vraiment, et ils en viennent à se dire qu'il serait peut-être mieux de changer le campement de place. Et après avoir pas mal parlé, pas mal débattu, le couple décide tout de même de rester ici, étant donné qu'il n'est rien arrivé de grave, et que Nassim a emporté son fusil, ce qui les rassure un peu, même si en réalité il ne s'en est jamais servi. Et il nous dit qu'avec le recul, c'était un très mauvais choix. La journée se déroule, il fait hyper beau et rien d'étrange ne se passe, ce qui est quand même à la base le but de leur voyage en camping. Ils n'ont pas signé pour se faire réveiller en plein milieu de la nuit par quelqu'un ou quelque chose qui dérange leur camping. Donc Nassim décide de partir marcher à travers le fond de vallée sur quelques centaines de mètres, jusqu'à tomber sur les ruines d'une vieille ferme construite par des colons qui se sont installés là il y a fort longtemps. Il y a une atmosphère très spéciale, très mystérieuse qui se dégage de ce lieu. C'est déjà le témoin de l'histoire, mais aussi de la solitude de l'endroit. Et Nassim nous dit que cette atmosphère, elle est aussi due à autre chose, à savoir une vieille histoire de meurtre de plusieurs personnes qui seraient arrivées en 1917 ici, et qui n'a jamais été résolue depuis. Évidemment, par son mystère, elle suscite toujours la curiosité des gens. Nassim contemple les ruines, mais il ne s'attarde pas forcément ici, il lit la plaque fixée sur une pierre, il prend quelques photos, et il se remet en route vers le campement. Et alors qu'il arrive à la moitié du chemin jusqu'au campement, Nassim remarque au loin que Jill est en train de marcher à travers la plaine pour aller à sa rencontre. Bon, il se dit qu'elle devait s'ennuyer aussi, et que du coup elle est partie marcher à son tour. Sauf qu'elle n'a pas l'air d'être dans son état normal, elle marche vite avec un pas pressé. Et en arrivant à son niveau, Nassim constate qu'elle n'est pas simplement pressée, mais qu'elle est vraiment dans un état de panique. Jill prend quelques secondes pour se calmer, et elle lui raconte directement qu'en se rendant sur la rive de la rivière pour faire la vaisselle, elle s'est sentie observée. Donc elle a levé la tête, et elle a vu quelqu'un. Quelqu'un de l'autre côté de la rivière, le regard fixe sur elle depuis les bois. Et Nassim n'a clairement aucune raison de ne pas la croire, donc il lui demande à quoi elle ressemble cette personne. Apparemment, ce serait un homme âgé d'environ 70 ans, à la dégaine fatiguée et aux habits en lambeaux. Et au moment où Jill a levé la tête et l'a aperçu, l'homme a croisé son regard, s'est retourné, puis s'en est allé, s'enfonçant dans la forêt épaisse.
Bon, après les événements de la nuit dernière, Nassim ne comprend clairement plus rien. Il comprend pas comment c'est possible que quelqu'un soit ici, dans le même endroit qu'eux, sans 4x4 ou même sans VTT, et il ne comprend pas non plus comment il est possible que quelqu'un soit de l'autre côté de la rive sans avoir préalablement traversé la rivière. Parce que Nassim connaît bien cet endroit, et pour arriver là où Jill a vu cet homme à pied, il y a des jours entiers de marche sur des terrains qui en plus sont difficilement praticables. Il y a quelque chose qui cloche, donc peut-être que cet homme est arrivé bien avant eux sur les lieux, mais ce serait étrange qu'il soit arrivé là-bas plusieurs nuits, étant donné que l'endroit où se trouvent Nassim et Jill, c'est déjà le fond de vallée. Ils ont besoin d'avoir le cœur net, et donc le couple décide de grimper dans le 4x4 et de conduire jusqu'au plus loin qu'ils puissent aller dans la vallée pour checker les autres spots de campement alentour. Cette histoire, clairement, elle les rend fous, et Nassim a besoin d'une preuve, a besoin de repérer un camp, d'identifier cet homme, et de s'assurer qu'il ne soit pas une menace pour lui et Jill. Sa théorie rationnelle, pour le coup, c'est qu'il s'agit d'un chasseur parti traquer un cerf, ce qui se fait pas mal dans la région. Malheureusement, après avoir parcouru les alentours de fond en comble, le couple ne trouve rien. Ils n'ont pas aperçu le moindre camp, et ils rentrent donc sans pouvoir expliquer ce que Jill a vu. Est-ce qu'elle aurait fait une hallucination? Nassim est perdu, clairement, mais ça lui semble très peu probable, elle n'a pas fait d'insolation ou quelque chose dans le genre. Donc vraiment, on est dans une situation où les événements qui sont enchaînés pendant 12 heures sont extrêmement troublants. Le soir tombé, le soleil commence doucement à se coucher et Nassim et Jill sont assez bouleversés par ce qu'ils ont vécu. Ils se sentent pas rassurés et Nassim décide de prendre son fusil dans la voiture en simple mesure de précaution et il le pose sur la table juste à côté d'eux pendant qu'ils cuisinent et qu'ils discutent. Je pense qu'on le comprend tous, ils ont besoin de se détendre après tout ça, ils prennent donc quelques verres parce que ça fait quand même beaucoup de pression. Et Nassim en fait se demande est-ce qu'ils ont vraiment été effrayés par les événements de la veille, ou est-ce que c'est simplement le fait qu'il y ait beaucoup de mystères autour de cet endroit, avec notamment l'affaire des meurtres de la ferme, est-ce qu'ils seraient pas en train d'être un peu parano? Le couple en parle puis s'installe devant le feu, histoire de pouvoir en parler en se réchauffant un peu. À un moment, Jill a besoin d'aller aux toilettes, et elle demande à Nassim de l'accompagner à l'endroit où ils ont placé leur toilette portable, c'est-à-dire derrière un arbre à environ 50 mètres de là. Évidemment, étant donné ce qu'ils vivent depuis le début du séjour, la question ne se pose pas une seule seconde, et Nassim et Jill se dirigent aux toilettes. Ils font leur affaire, ils reviennent tranquillement, et c'est là qu'ils le voient. Debout, au milieu de leur campement, à environ 1 mètre du fusil qu'ils avaient posé sur la table. Un homme, vieux, à la dégaine fatiguée, portant de vieux vêtements en lambeaux. Jill se met à serrer le bras de Nassim extrêmement fort et tout dans son langage corporel crie à Nassim que l'homme qui se tient devant eux, c'est bien celui qu'il observait. En se rapprochant de lui, Nassim remarque des détails supplémentaires qui lui paraissent étranges sur cet homme. Il porte un morceau de bois de cerf qui semble taillé à la main, et sur ses oreilles, il y a des boucles d'oreilles, voire des piercings, eux aussi semblant être en bois de cerf. Les boutons de son vieux manteau semblent être en os, et il porte des vieilles chaussures en cuir qui semblent aussi faites à la main. Pour le coup, l'homme paraît plutôt calme, et donc Nassim et Jill s'avancent doucement vers lui, et l'homme lance à Nassim « Salut mon pote ». Ce à quoi Nassim répond que putain, ils ont failli avoir une crise cardiaque en fait, ce qui est on ne peut plus vrai. Et Nassim lui demande tu viens d'où en fait, tu vas bien? Et le mystérieux inconnu ne lui donne pas vraiment de réponse, mais lui demande s'il compte chasser par ici en regardant le fusil fixement. Nassim a le cœur qui bat à tout rompre, parce que je pense que vous l'avez compris, l'homme se trouve bien plus près du fusil que lui. Il a peur qu'il s'en empare. Il lui répond que peut-être qu'ils iront chasser, et l'inconnu enchaîne directement en leur disant qu'il n'y a pas assez de cerfs ici et qu'il n'y a rien à chasser. Bon, clairement, c'est le cadet des soucis de Nassim et Jill qui n'ont pas du tout prévu d'aller faire ce genre d'activité et qui ont emmené le fusil seulement pour se défendre. Et là, Nassim fait un très bon move. Il lui dit que de toute façon, il comptait plier bagage de main, tout en s'approchant du fusil, et en montrant du doigt l'arme, il dit à l'homme Ah, désolé, je devrais le ranger, je ne voulais pas te faire peur. C'est clairement une excuse pour saisir le fusil, mais c'est hyper smart parce qu'il ne crée pas de conflit. Et pour le moment, l'homme n'est pas hostile, mais il est étrange, on ne connaît absolument pas ses intentions. L'homme répond qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'a pas peur des armes. Et ironiquement, Nassim se dit dans sa tête clairement, je supposais pas que tu avais peur des armes, mon gars. Ça se voit que tu n'as pas peur des armes. Donc Nassim saisit le fusil par le canon en s'en servant comme d'un bâton de marche, encore une fois pour ne laisser transparaître aucun signe d'hostilité, et au fond de lui, il est extrêmement soulagé. Il reprend en lui disant qu'il ne veut pas l'offenser, mais qu'il leur a fait vraiment peur et qu'il est le seul humain qu'ils aient vu depuis qu'ils sont arrivés ici. Et l'homme répond « Oui, je vous ai vu rentrer hier soir ». Là, le cœur du couple fait un bond. Il y avait donc bien quelqu'un qui les observait hier,
et l'inconnu reprend en leur disant qu'il vient ici depuis 40 ans, que l'endroit est magnifique, mais qu'il faut pas mal de temps pour descendre de la vallée. Tout ça évidemment Nassim le sait, il lui dit très gentiment « Écoute, le prends pas mal, mais on va bientôt aller se coucher, tu veux que je te ramène à ton camp ?» Clairement Nassim, il a un bac plus 7 diplomatie, il est génial, et le vieil homme lui répond que pas besoin, il se baladait juste avant d'aller se coucher, et qu'en voyant le feu, il s'est dit qu'il passerait dire bonjour, mais qu'il ferait mieux d'y aller et de les laisser. Sur ce, l'homme les salue, et se met en marche le long de la rivière, s'enfonçant dans l'obscurité totale de la forêt et de la nuit, sans aucune lumière ou torche. C'est largement assez pour notre couple qui va vraiment avoir du mal à rester calme après tout ce qu'ils viennent de vivre en seulement 24 heures, et vous vous en doutez, ils décident de ranger toutes leurs affaires et de s'en aller le plus vite possible. À ce moment-là, ils savent très bien que conduire dans la nuit noire dans cette partie du high country, c'est vraiment dangereux, mais ils sont pas certains que rester et dormir là le soit vraiment moins en fait. Donc ils rangent, montent dans le 4x4 en vitesse, et conduisent le long de la vallée dans le sens inverse. Sur la route, ils ne voient pas un seul feu, pas un seul campement, pas un seul véhicule, rien. Aucune trace d'autres campeurs, donc forcément aucune trace de l'homme. Ils continuent à conduire et pendant le trajet, lorsque le couple peut se considérer hors de danger, Jill commence quand même un peu à s'ennuyer et décide de regarder les photos sur l'appareil de Nassim, et notamment les photos qu'il a fait de la vieille ferme. Et là, une nouvelle fois, leur cœur fait un bond. Aucune carte mémoire. Sérieux, qu'est-ce qui peut être en train de se passer pour que tout déconne comme ça? Est-ce que le vieil homme l'aurait sciemment enlevé de l'appareil? Mais alors dans quel but? Ça a aucun sens. Toujours est-il que la carte mémoire a disparu. Au final, Nassim et Jill arrivent enfin chez eux sains et saufs, heureusement, et c'est quelques jours plus tard que le couple va être achevé. Ce jour-là, ils racontent une nouvelle fois leur voyage et leur histoire extrêmement étrange à un ami, et le père de cet ami, qui est aussi là et qui est un passionné de nature, réagit de la manière suivante. Il leur dit « Ah, vous avez rencontré le Buttonman ?» Nassim est surpris parce qu'il n'a jamais entendu ce nom, et le père de l'ami continue en disant que le Buttonman, c'est un vieil homme qui part dans le high country pendant des mois, qui chasse avec une lance, qui apparaît de nulle part et qui fait peur aux campeurs, parfois pire, et qui a notamment des boutons de manteau en os. On est d'accord, la description correspond en tout point à l'homme que Nassim et Jill ont rencontré, et un homme au manteau avec des boutons en os, c'est suffisamment rare pour ne pas se tromper. Cet homme aurait été vu par plusieurs campeurs auparavant, mais qu'on se le dise, ça reste une légende urbaine. Mais les choses prennent une autre dimension lorsqu'on sait que cette partie du high country est tristement réputée pour plusieurs disparitions non résolues. Et je parle pas du crime qui a été commis vers 1917. Des disparitions plus récentes. Des campeurs et des randonneurs ont disparu dans la vallée du Wanangata, là où ils étaient, et ça pour le coup ce sont des faits, il y a des rapports de police qui le recensent, et notamment avec une voiture abandonnée ou un campement entièrement brûlé. Sauf que les policiers n'ont jamais trouvé une seule preuve concluante. Nassim nous raconte qu'il a fait quelques recherches sur Google et qu'il est tombé sur la même chose que lui avait raconté le père de l'ami. Pour le coup, lui, il y croit, il sait ce qu'il a vu, mais en revanche, il n'a aucune idée d'un possible lien entre le Buttonman et les disparitions non résolues. Et il finit en nous disant que clairement, il ne veut plus jamais retourner camper dans cette partie de l'Australie, et je pense qu'on peut le comprendre. Voilà, c'est maintenant la fin de l'histoire de Nassim, et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous transmettre l'atmosphère mystérieuse qui s'en dégage. Parce que personnellement, c'est une histoire qui m'a énormément plu, déjà parce qu'il y a énormément de détails et que le récit est très immersif, et vraiment parce que le mot qu'il a décrit le mieux, c'est plus mystérieux que flippant. Il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage, plus qu'une terreur qu'on peut ressentir. Cette fois-ci, on va commencer directement par se demander si cette histoire est une fiction ou non. Pour moi, je pense que vous vous en doutez, il s'agit d'une fiction, mais d'une superbe fiction. Pourquoi? Parce que le style est vraiment romancé. On a l'impression que le but, c'est vraiment d'avoir une histoire parfaitement écrite, qu'on soit immergé le plus possible, et pour ma part, c'était vraiment réussi. Pour vous donner une idée, il y a énormément de mots que je connaissais pas, et dont j'avais l'impression qu'ils relevaient plus du roman, du livre, que du thread d'horreur ou du post sur internet. Après, je suis pas bilingue, mais je parle quand même bien anglais, et c'était plutôt chaud de traduire, donc tout ça, c'est vraiment flagrant. On a l'impression de lire un livre à la première personne. Une autre raison liée à la première, c'est la quantité monstrueuse de détails qui est donnée. Je le dis souvent, mais c'est typique d'une histoire qu'on a inventée, étant donné que la mémoire est faillible. Nos mémoires ne relatent pas forcément toujours la stricte réalité de ce qu'on vit, et si vous racontez une histoire que vous avez vécue il y a quelques semaines, je vous donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, ça m'étonnerait que vous détailliez en disant qu'il y a beaucoup d'eucalyptus autour de votre campement. Donc voilà, c'est peu probable que vous y incluiez tant de précision.
Et la troisième raison, qui est la plus instinctive, c'est qu'un homme qui apparaît de nulle part dans cet accoutrement et qui se déplace entre deux lieux extrêmement éloignés sans qu'on sache comment, moi personnellement j'y crois pas. Et qu'on se le dise, le fait qu'une douzaine de personnes disent l'avoir vu, et c'est pas une preuve ça. Si on prend un exemple français, c'est un peu l'équivalent de la Dame Blanche, c'est une légende urbaine. En revanche, j'ai adoré, parce que c'est une autre manière d'alimenter une légende urbaine locale. Je pense que c'est vraiment une légende urbaine qui est propre à la région de Victoria en Australie, et ça permet de lui faire prendre de l'ampleur à travers des canaux nouveaux. Là, pour le coup, moi qui n'aurais jamais entendu parler de cette histoire, bah, je la découvre à travers Reddit. Et c'est hyper intéressant parce que normalement les légendes urbaines c'est quand même quelque chose qui se transmet beaucoup du bouche à oreille. Et aujourd'hui, elles circulent bien plus rapidement avec internet, et c'est notamment pour ça qu'il existe tant de creepypasta. Si vous voulez mon avis, je pense que Nassim connaît cette histoire et qu'il a décidé de créer une histoire par-dessus en essayant de casser la barrière entre la légende et le réel. Et ça marche terriblement bien, moi je trouve ça génial. Pour ce faire, il se base sur des faits réels, ou du moins sur des éléments déjà existants. Par exemple, il inclut un lien qui mène vers un article sur internet que je vous mettrai en description si vous voulez aller checker. Et c'est toujours ce caractère un peu distant qui rend l'histoire intrigante. En réalité, on ne sait pas si l'homme que Nassim et Jill est bien le Bottom Man, on le suppose. On ne sait pas non plus s'il y a un lien entre lui et les disparitions, ça aussi, on le suppose. Après, il existe toujours une possibilité pour que tout cela soit bien réel. Et si Nassim et Jill avaient bel et bien rencontré le Bottom Man? Et s'ils avaient vraiment en fait échappé à quelque chose de bien plus sombre ce soir-là? De toute évidence, on ne le saura jamais, mais pendant ces 24 heures, le couple a vécu une expérience qui les marquera bien longtemps. On arrive maintenant à la fin de cet épisode, je suis vraiment hyper heureux de vous le partager. J'espère vraiment, mais alors vraiment, que ce format long, il vous a plu et qu'il vous a intrigué autant que moi. Je vous l'ai dit, j'ai une petite préférence pour les histoires plus longues et forcément, ces épisodes me demandent beaucoup de temps, notamment en écriture, en montage et en enregistrement. Et c'est d'autant plus un régal de vous les partager, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode. J'espère que vous aussi, cet épisode vous a plu. Bienvenue sur la chaîne, on est très heureux de vous accueillir. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps aussi de commenter, de me mettre un petit retour. Comme d'habitude, moi ça me fait hyper plaisir de les lire. J'essaye d'y répondre toujours, en tout cas dans les 24 heures. Donc si vous voulez communiquer avec moi, juste me faire un petit coucou, me donner un retour constructif, je suis là, n'hésitez pas, c'est fait pour. Et en ce qui concerne le format vidéo de la dernière fois, vous avez remarqué du coup c'était vraiment 100% audio sur cet épisode, mais je pense que j'en referai, notamment parce que ça convient à d'autres personnes aussi, et que dans tous les cas on peut toujours écouter si c'est vraiment ce format qui vous convient. Néanmoins, c'est des formats qui me prennent beaucoup plus de temps à faire, donc je pense qu'on sera sur une majorité de threads horaires audio, mais ça existera, voilà. Et je suis en train de réfléchir aussi à d'autres formats, pourquoi pas d'autres styles d'histoire, donc à voir dans les prochains temps. Je pense pas que ce sera encore, mais c'est en réflexion. Voilà, quelques idées en vrac. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, et à bientôt pour un nouvel épisode de Hail.